Bonsoir et bienvenue. Très heureuse de vous retrouver dans Ça vous regarde en direct avec au sommaire ce soir cette question. Faut-il réformer le droit du sol à Mayotte? Les députés terminent l'examen en ce moment même dans l'hémicycle d'une proposition de loi des Républicains, suffisante ou pas pour stopper l'immigration venue des Comores qui continue d'affluer, même après le passage du cyclone Chido. C'est l'une des questions de notre grand débat. Dans un instant avec mes invités sur ce plateau. C'est un prix de renommée mondiale, le prix Nobel pour la paix. Notre invité franc-parler ce soir figure dans la sélection des nommés. Son association Les Guerrières de la Paix rassemble des femmes qui œuvrent au dialogue entre Palestiniens et Israéliens depuis le 7 octobre. Anna Assouline sera avec nous dans la deuxième partie. Enfin, la question qui fâche ce soir, serait-ce la provocation d'LFI de trop? Marine Le Pen, Olivier Faure, les nouvelles alliances, le visuel que vous voyez, signé La France Insoumise, est devenu viral sur les réseaux sociaux après la non-censure du PS et du RN. Nous en parlerons avec nos chroniqueurs à la fin de cette émission. Voilà pour le sommaire. Ça vous regarde, installez-vous. C'est parti. Toucher au droit du sol est-il la solution au défi migratoire de Mayotte? Gérald Darmanin avait déjà promis de réformer ce droit constitutionnel avant le passage du cyclone Chido. C'est finalement la droite républicaine qui porte cette mesure dans l'hémicycle. On va y revenir. C'est un texte qui vise à restreindre davantage les conditions d'accès à la nationalité française dans l'archipel avec l'objectif de dissuader l'immigration clandestine depuis les Comores. Mais est-ce que c'est vraiment efficace? Et puis jusqu'où faut-il le réformer, ce droit du sol à Mayotte, sans rompre le principe de l'indivisibilité de la République? Bonsoir Gaëtan Dussosset. Bonsoir. Et merci d'être là. Vous êtes député Rassemblement National des Vosges. Bonsoir Yann Boucard. Bonsoir. Merci à vous également. Vous sortez tout juste de l'hémicycle. C'est vous, avec vos collègues de la droite républicaine qui portez cette proposition de loi, député du territoire de Belfort. Bonsoir David Riemann. Bienvenue, vous êtes député communiste de Guyane et vous présidez la délégation aux Outre-mer, je crois. Député de Guyane, pas communiste, je ne suis pas en Gauche voilà. Et républicaine. C'est ça. C'est précisé. Enfin, bonsoir Anne-Charlène Bézina. Bonsoir Myriam. Bienvenue, constitutionnaliste et maîtresse en droit public à l'Université de Rouen ainsi qu'à Sciences Po. On va commencer, avant de vous entendre, par faire le point précis sur ce texte. Que dit précisément cette proposition de loi? C'est avec Thibaut Enoch dans son récap qu'on va le connaître. La question migratoire ce soir, Thibaut, bonsoir. Bonsoir Myriam. Mayotte donc qui fait débat puisque aujourd'hui dans l'hémicycle, les députés se sont saisis d'une proposition de loi. Oui, question migratoire Myriam, je reconnais bien votre prudence derrière ce terme, mais vous savez, comme le Premier ministre, il ne faut pas avoir peur des mots. Quiconque est allé à Mayotte mesure que le mot de submersion est celui qui est le plus adapté. Ce ne sont pas les mots qui sont choquants, c'est les réalités. La fameuse submersion qui vaudra à François Bayrou une motion de censure socialiste dans 2 semaines. Alors, mots ou réalité? Eh bien, voici quelques chiffres pour comprendre le problème. Le premier pourrait être un point d'interrogation. On ne sait pas combien d'habitants compte l'archipel. En 2024, l'INSEE le chiffrait à 321 000 habitants, mais d'autres estimations parlent de 400 à 500 000. En tout cas, la croissance est très forte, plus de 4% par an. Sur ce total, un tiers de la population est en situation irrégulière, plus de 100 000 personnes. Un tiers est constitué de Comoriens en situation irrégulière et seulement un tiers de Français. Résultat, alors que Mayotte est la première maternité de France, plus de 10 000 nouveau-nés par an, 74% des naissances proviennent de l'immigration, d'où la question du droit du sol. Voilà pour l'état des lieux. Alors le texte, la proposition de loi, que prévoit-elle? Alors, il ne s'agit pas d'une suppression du droit du sol qui supposerait une révision de la Constitution, mais une restriction. Mayotte dispose déjà d'une situation particulière, en fait, depuis une loi votée en 2018. Il s'agit de la durcir. La nationalité française ne pourrait plus être accordée aux enfants nés d'un parent résidant régulièrement sur l'archipel depuis 3 mois, mais de 2 parents résidant avec un titre de séjour depuis au moins
1 an, une condition qui a même été durcie pendant les débats dans une certaine confusion. Et les débats alors, ils ont été vifs hein? Oui, avec deux camps très nets. D'un côté, la gauche faisant bloc pour s'opposer au texte, de l'autre, tous les autres groupes de l'hémicycle favorables à son adoption, à commencer par la droite républicaine à l'origine de cette proposition de loi. Les perspectives d'accès à la nationalité française constituent un facteur indéniable, vraiment indéniable, d'attraction pour l'immigration irrégulière. Plus de la moitié des titres de séjour délivrés à Mayotte en 2022 l'étaient pour le motif suivant, parents d'enfants français, CQFD. CQFD, pas pour la gauche, farouchement opposée à ce texte. Elle a mené une guérilla parlementaire déposant la quasi-totalité des plus de 400 amendements sur la loi et multipliant les suspensions de séance pour tenter d'empêcher l'adoption de la loi dans les délais, le tout au nom du respect des principes républicains. Le problème, ce n'est pas le problème de la nationalité. Vous en faites un sujet idéologique et principiel pour avancer votre agenda de droite extrême et d'extrême droite. La République, elle est une et indivisible. Lorsque vous faites une restriction du droit de sol à Mayotte, c'est toute la République que vous mettez en danger. Vous ne devriez pas jouer aux apprentis sorciers sur les principes fondamentaux de notre République. Apprenti sorcier, une expression qui traduit la crainte de certains que ce texte ne crée une brèche, un précédent et ouvre la voie à une remise en cause plus large du droit du sol à l'échelle nationale. Le gouvernement a redit qu'il y était opposé, mais le Rassemblement national a défendu des amendements en ce sens lors des débats. Merci beaucoup. Merci Thibault, c'était parfaitement clair. Si vous le voulez bien, avant de vous entendre, messieurs les élus, je vais me tourner vers vous, Anne-Charlène Bézina, pour un point de pédagogie. Que dit la loi, que dit la Constitution sur le droit du sol ? C'est quoi le droit du sol ? Alors le droit du sol, c'est un mode d'acquisition de la nationalité qui est couplé au droit du sang. C'est historique pour nous en France. Depuis au moins le milieu du 19e siècle, nous avons ces deux branches de l'acquisition de la nationalité, mais rien n'est constitutionnel là-dedans. La Constitution ne précise pas les modes d'acquisition de la nationalité, elle n'entre pas dans ce détail. Même si c'est vrai que la décision rendue par le Conseil constitutionnel à la suite de la loi dont on a parlé de 2018, qui s'appelait Maîtrise de l'immigration, qui était une loi Gérard Collomb, eh bien, cette décision du Conseil constitutionnel laisse entendre qu'il y a une particularité ultramarine et une particularité de Mayotte sur cette question, mais que cette particularité ne peut pas aller trop loin sans qu'une révision de la Constitution n'ait lieu. Donc aujourd'hui, le législateur semble être dans les clous de cette permissivité que laisse la Constitution au droit ultramarin, c'est-à-dire cette possibilité d'amender les lois dans un sens favorable à leur particularité insulaire, mais on ne peut pas rompre pour autant l'égalité des territoires et surtout l'égalité devant la République. Donc c'est ça la limite, c'est pas tant la nationalité, c'est l'égalité. L'égalité de tous les Français, quel que soit le territoire, outre-mer ou métropole. Yann Boucard, c'est votre famille politique, les Républicains qui portent ce texte. Est-ce que l'objectif, c'est de dissuader les Comoriens à traverser la mer ? On voit que les bateaux continuent à arriver depuis, on le verra dans un reportage, depuis même le cyclone. Est-ce que vous pensez vraiment qu'en restreignant davantage, vous allez stopper l'immigration ? Mais la première chose à redire, c'est de qualifier la crise migratoire incroyable que vit Mayotte. On l'a dit, 50% des personnes à Mayotte sont étrangères, 75% des naissances, 3 sur 4, sont du fait de personnes étrangères. Faut bien qualifier les choses quand même. Les femmes comoriennes viennent à Mayotte accoucher, c'est ce qui se passe, notamment à la maternité de Mamoudzou. 75%. Et c'est pour ça que la maternité de Mamoudzou est la première maternité de France, voire même d'Europe. Et ce texte, nous le proposons et nous ne le proposons pas complètement hors sol. C'est un texte qui est voulu depuis des années par les Mahorais, par les Mahoraises. Il est porté par les élus Mahorais et Mahoraises. Et moi, je pense notamment à notre ancien collègue Mansour Kamardine, député de Mayotte, qui a porté cette proposition de loi pendant des années. Et on voit que là-bas, il y a quand même... il y a vraiment un large consensus pour porter cette proposition de loi, parce qu'il faut lutter contre l'immigration irrégulière à Mayotte. Les Mahoraises viennent à Mayotte quand il s'agit de femmes enceintes pour bénéficier du niveau de vie de Mayotte. C'est 6 fois de plus en termes de PIB que, même si c'est quand même la misère sociale, on pourra y revenir sur Mayotte, surtout après les ravages du cyclone. Mais n'empêche que le niveau de vie, il est meilleur qu'aux Comores. C'est avant tout pour ça qu'ils viennent. Est-ce que c'est la nationalité qu'ils viennent chercher comme un Eldorado? C'est pas l'économie? Le principal motif de demande de titre de séjour, c'est parents d'enfants français ou parents d'enfants nés en France. Il faut quand même regarder les réalités des chiffres. Alors évidemment, il y a une situation de grande précarité aux Comores. Et c'est des choses qui doivent être traitées, mais
Mais c'est le droit du sol qui attire pour vous. Mais bien sûr que il y a un facteur qui joue évidemment avec le droit du sol qui attire beaucoup plus que si ce n'était pas le cas. Et puis la situation est quand même très particulière avec les Comores, parce que toute la journée, moi j'ai entendu mes collègues de gauche défendre les Comores. Mais les Comores est un pays qui pratique une ingérence étrangère vis-à-vis d'un département français, Mayotte, qui a choisi d'appartenir à la République française. C'est un mot très fort, ingérence. Vous allez répondre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement des Comores essaye de faire venir sa population pour repeupler de Comoriens Mayotte. Le président des Comores revendique en permanence que Mayotte soit rattaché aux Comores. C'est son droit de le dire. C'est le droit quand même des Français, des députés français, de soutenir les Mahorais. Les Mahoraises qui ont voté pour appartenir à la République. Ils avaient le choix d'être indépendants, ils avaient le choix d'être Comoriens. Ils ont choisi d'être Français. Et nous devons respecter ce choix souverain des Mahorais et des Mahoraises. Gaëtan Dussosset, vous voterez tout à l'heure, sans aucun état d'âme, je l'imagine. Cette proposition de loi, elle est suffisante ou pas ? Bien évidemment que le groupe Rassemblement National, présidé par Marine Le Pen, ira voter cette loi, même si elle n'est évidemment pas suffisante. Parce qu'en réalité, en maintenant la possibilité d'un droit du sol malgré tout, certes, il est retardé de quelques mois, mais il n'est pas supprimé, alors que pour justement couper et mettre un terme aux pompes aspirantes de l'immigration, moteur de la submersion migratoire sur Mayotte, il faut évidemment supprimer le droit du sol. C'est aussi vrai pour le département de Mayotte, comme ça devrait l'être d'ailleurs pour l'intégralité du territoire national. Alors encore faut-il que ce soit constitutionnel, on va y revenir, mais restons déjà sur Mayotte, parce que c'est quand même le sujet qui nous intéresse ce soir. Donc vous votez, mais ce n'est pas suffisant, et vous nous direz exactement pourquoi. David Riemann, est-ce que vous considérez qu'il y a un défi migratoire à Mayotte, déjà, sur le fond ? Bien sûr, mais nul ne l'a renié cela. Il y a une réalité à Mayotte qu'il ne faut pas éluder. Mais comme je l'ai dit moi dans l'hémicycle, la langue d'attaque qui est prise aujourd'hui pour parler de ce sujet-là, il est complètement faussé. Et ça sert juste effectivement à alimenter les velléités du RN grâce au marchepied des LR pour leur permettre d'arriver aux fins sur la question sur le territoire national. La réalité de Mayotte, c'est quoi? C'est juste un territoire français parmi les territoires d'île Outre-mer qui n'a jamais été au niveau escompté par rapport aux principes républicains eux-mêmes fondamentaux. C'est ça la réalité de Mayotte. Donc lorsqu'on veut faire croire que le fait qu'il y ait un arrivage régulier de migrants à Mayotte, c'est ce qui crée ces difficultés intrinsèques. C'est faux. Alors est-ce que c'est une réalité avec la question migratoire? Alors pourquoi les Comoriens viennent à Mayotte? Mais parce qu'il y a un lien historique. Je rappelle qu'avant que la France arrive, Mayotte faisait partie de l'archipel des Comores. Maintenant, la France est arrivée. Je rappelle qu'avant tout Madagascar, tout était français. Ensuite, la France a demandé à ces différentes îles qu'est-ce qui voulait que l'indépendance restait en France. Attendez, vous nous dites aussi, donc finalement, comme Yann Boucar, il y a une ingérence du gouvernement des Comores qui pousse sa population à prendre des risques au péril de leur vie à traverser la mer, parce qu'il y a quand même une différence économique entre les deux territoires. Non, mais de toute façon, la réalité économique, elle est là, donc on pourra bouger ce qu'on veut, ça va se faire quand même. Au-delà de tout ça, c'est quels sont les moyens qui ont été mis pour réguler tout cela. Mais les moyens n'ont pas été mis comme il le fallait. De quels moyens vous parlez? Parce que c'est du régalien. Là, quand on regarde un tout petit peu sur place, c'est la compétence intrinsèque de l'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de policiers pour renvoyer, pour expulser? Il n'y a pas assez de centres de rétention? Quand je parle de moyens, c'est carrément l'approche globale qui est faite sur la question migratoire à Mayotte. Est-ce qu'on peut gérer la question migratoire à Mayotte de la même manière qu'on pourrait la gérer sur le territoire hexagonal? La réponse est non. Et moi, j'avais démontré au ministre de l'époque qu'il faut y avoir une approche différenciée selon les territoires et leurs réalités. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Mais moi, en tout cas, moi, de la maîtrise que j'ai du sujet, parce que moi, j'ai beaucoup travaillé par rapport aux réalités guyanaises qui sont similaires à celles de Mayotte à différents égards, on avait carrément dit qu'il fallait changer l'approche. Pourquoi? Parce que toutes les personnes qui arrivent en général des Comores, il y a un lien familial. Quand vous parlez avec le préfet de Mayotte aujourd'hui, il vous dit qu'aujourd'hui, monsieur le député, il y a un flux à peu près qui est évalué financier à l'année à peu près de 100 millions d'euros entre Mayotte et Anjouan. Ça veut dire que lui-même me dit les migrants qui arrivent des Comores, surtout d'Anjouan, vont et viennent régulièrement. Alors ça, c'est vrai que ça revient tout le temps. Oui, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un lien géographique, historique avec les Comores, attendez, on ne peut pas éluder. Vous souhaitez que Mayotte soit français et reste française. Elle est française. La question n'est pas là, c'est de dire aujourd'hui, diplomatiquement, comment on aborde ce sujet-là, parce qu'il va toujours rester. Donc il faut mettre la pression sur le gouvernement de façon diplomatique. Il faut des accords diplomatiques avec les Comores. C'est vrai que quand on regarde un tout petit peu le dossier, il y a des expulsions qui se font, mais le jour d'après ou dans la semaine, ils reviennent. Donc il y a un problème d'efficacité de la fermeté migratoire. On dit que notre proposition est un bout
de la clé de ce qui nous permettra de réussir sur cette question-là. On ne dit pas que c'est l'entièreté de la réponse. Vous reconnaissez que ça ne va pas dissuader les migrants du Comore de venir. Mais évidemment, ça aura une partie. Puisque je vous l'ai dit, je vous le redis, le premier motif de demande de titre de séjour est celui enfant de parents français ou enfant de parents nés en France. C'est parce qu'il C'est une partie de la problématique. Alors justement, expliquez pour ceux qui nous regardent. Il faudra que les deux parents soient là depuis un an. Les Comoriens venaient tous les jours pour travailler à Mayotte. Le lendemain du cyclone Chido, l'immigration irrégulière avait repris. Ça veut dire qu'il y a d'autres problématiques que celle-là. Et je suis d'accord avec le collègue pour dire que la problématique que connaît Mayotte, comme celle que connaît la Guyane d'ailleurs, n'a rien à voir à certains égards avec ce que peut connaître la France métropolitaine, on va dire. Donc oui, il y a d'autres réponses à aborder, notamment une réponse diplomatique vis-à-vis des Comores pour avoir la solution à cette question migratoire. Alors on va essayer de regarder la réalité de Mayotte parce qu'on voit très bien que c'est extrêmement difficile de faire exécuter une politique face aux défis migratoires. Mais une question, Anne-Charlène Bézina. Aujourd'hui, l'acquisition de la nationalité, elle n'est pas complètement automatique. On peut le dire, il faut attendre 18 ans ou 13 ans. Par exemple, à Mayotte, si un enfant naît donc dans les nouvelles conditions, si votre texte est adopté, c'est sans doute le cas dans les minutes qui viennent, à Mayotte, donc en France, de deux parents qui sont là depuis un an, il pourra être français à quel âge ? Alors en réalité, il faut une confirmation de cette demande par l'enfant lui-même à sa majorité. Donc c'est vrai que ce n'est pas une automaticité en réalité. Le droit du sol et le droit du sang coexistent, c'est-à-dire qu'il faut montrer un attachement à la République en quelque sorte, c'est-à-dire soit un lien familial, soit un lien, on va dire, d'hébergement, d'attache. Et donc c'est ça qui devra être formulé par une demande de cet adolescent, de ce jeune adulte. Et donc si ce n'est pas évidemment tout de suite, s'il faut attendre la majorité ou les 13 ans, est-ce que ça peut être la première raison de la venue, sachant que ça prend du temps d'acquérir cette nationalité ? C'est toujours cette problématique de l'appel d'air, c'est-à-dire qu'on se dit, étant donné qu'il y a cette proximité, puis ce grand conflit historique, il faut le redire quand même, il y a eu une forme on va dire de ressentiment de la part des Comores par rapport à l'indépendance de Mayotte. Je rappelle que les Comores, eux, ont choisi l'autodétermination bien avant Mayotte, d'ailleurs, dans les années 50. Et donc, il y a en effet une joute qui est presque de lignée d'héritage entre les deux territoires. Et c'est vrai qu'on peut se demander si la nationalité est la réponse unique, en tout cas, à cette problématique-là, parce que non seulement ça prend du temps, mais c'est vrai qu'il y a une question qui est plus une question on va dire, de tendance de civilisation entre les deux, qu'il faudra de toute façon se poser, indépendamment des règles juridiques d'acquisition de la nationalité. Alors, pour se figurer les choses, on va voir en image la réalité migratoire de l'île. Les arrivées illégales par bateau, je vous le disais, ne cessent pas. Reportage à Mayotte, Juliette Poissonnier pour France Télévisions. À quelques kilomètres des côtes de Mayotte, ces gendarmes viennent d'arrêter 25 migrants illégaux. D'habitude, cette traversée illégale depuis les Comores leur coûte entre 150 et 400 € par personne. A priori, ils seraient venus d'Afrique, ils ont fait une pause aux Comores et de là, après, ils ont repris des embarcations pour venir sur Mayotte. On pensait qu'avec le cyclone, ça allait un peu stopper, mais c'est vrai que voilà, après, peut-être qu'un peu plus d'arrivées, peut-être d'Afrique. Voilà. Ça, c'est à prendre en compte. D'abord, on fait les dames. Ils sont tous amenés sur terre à Mayotte. Il y a l'infirmière qui va passer après. Ça marche ? Avant d'être transférés dans un centre de rétention, la plupart d'entre eux tenteront d'obtenir un titre de séjour français. Dans le bidonville de Kaweni, cette famille de Comoriens arrivés illégalement accepte de nous raconter son histoire. L'un des fils nous confie espérer trouver du travail à Mayotte grâce aux besoins de la reconstruction. Le cyclone a été une belle occasion, une chance pour nous. Il a rendu les traversées plus faciles et nous avons pu partir vite pour rejoindre le reste de la famille. On va rentrer là. Ces Mahorais viennent d'apprendre qu'un camp de migrants pourrait être installé dans ce gymnase en construction. Ça que la France est pas mal. Ça va péter. Ça va péter, mais péter vraiment. On n'a pas de problème avec les immigrés, mais tous les jours il y a de la violence ici. Pour eux, Mayotte est un Eldorado. Comment dissuader ceux tentés par la traversée ? Voilà, c'est la grande question, dissuader ceux tentés par la traversée. Vous reconnaissez, Yann Boucar, que ça n'est qu'une sorte de pierre à l'édifice. Ça ne peut pas aller sans quoi d'autre, concrètement ?
Ça ne peut pas aller sans expulser systématiquement ceux qui n'ont rien à faire sur le territoire national. Ça ne peut pas aller sans une réponse diplomatique forte vis-à-vis des Comores. On doit se poser la question de l'aide au développement qui est versée au pays des Comores qui ne jouent pas le jeu vis-à-vis du territoire de Mayotte. Et en même temps, tous ces Comoriens en situation irrégulière qu'on a découverts dans les bidonvilles, qui n'ont pas vraiment voulu en sortir de peur justement d'être arrêtés après le cyclone, on ne les renvoie pas chez eux, ceux-là. Ils sont logés dans les gymnases et dans les écoles aujourd'hui. Mais il faudra à terme qu'ils puissent repartir aux Comores. Si vous voulez mettre un terme à la pression migratoire qui est exercée sur Mayotte, oui, il faudra à un moment que les immigrés en situation irrégulière soient reconduits dans leur pays d'origine, que ce soit les Comores ou un autre. D'ailleurs, parce qu'on l'a vu que les Comores peuvent aussi être une voie de traversée en direction de Mayotte, même si l'essentiel de l'immigration irrégulière à Mayotte est quand même issu des Comores. Nadir Iman, vous êtes allé à Mayotte. Expliquez-nous, il y a les Comoriens en situation irrégulière, et il y en a aussi qui sont en situation régulière. D'ailleurs, cette proposition de loi, je le redis, il faut que les 2 parents soient sur le sol français, donc à Mayotte, pendant 1 an, et qu'ils soient en situation régulière. Concrètement, ça se passe comment? Comment un Comorien obtient un titre de séjour? Mais en fait, il y a, sur le flux migratoire, il y a 2 migrations. Il y a celle qui vient d'Anjouan, principalement, donc ces migrants qui font régulièrement l'aller-retour. Et ensuite, il y a maintenant ces nouveaux migrants qui arrivent de l'Afrique continentale, des Grands Lacs, qui arrivent aussi sur Mayotte. Donc il y a 2 réalités. Celle des Anjouanais qui vont et viennent, qui demandent, qui restent à travailler. Et en plus, le tissu économique global, tout le monde utilise ces personnes-là, on sait comment ça fonctionne, mais il ne faut pas trop le dire. Donc Mayotte aussi, entre guillemets, certains utilisent cette main-d'œuvre qui est très, très mal payée. Donc il y a un marché noir. Mais bien sûr. Et ça, on le sait tous comment ça se passe à ce niveau-là. Ensuite, vous avez la partie qui vient des Grands Lacs. Il n'y a pas d'accord diplomatique entre la France et les pays d'origine, tels que la Somalie et autres, donc ils ne peuvent pas les renvoyer. Et j'ai demandé au préfet comment vous faites. Ben là, on les laisse là, on est dans l'incapacité de les raccompagner. Donc ça veut dire qu'avec toute la partie Afrique de l'Est et les Comores, il faut qu'il y ait des accords diplomatiques avec l'État et ces pays-là. Déjà, sur la question migratoire, et donc permettre la reconduite dans ces pays d'origine lorsqu'on n'a pas la capacité à les loger dignement et correctement. Et 2, concernant les Comores, on pourra dire ce qu'on veut. Il y a un lien historique entre les Comores et Mayotte. S'il n'y a pas un accord de comment gérer, comment réguler ces flux migratoires répétés entre Mayotte et Anjouan, on ne va jamais régler le problème. C'est quoi l'accord? Quel est l'intérêt des Comoriens? Qu'est-ce qu'on peut donner en échange? Comme le désaccord, il est sur un fait historique. Je rappelle qu'au niveau du droit international, l'ONU ne reconnaît pas Mayotte comme territoire français. Les Nations Unies, oui. Donc ça veut dire qu'il faut, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui que l'État français, avec les Comores, s'assied, discute pour tomber d'accord définitivement. Mayotte a fait le choix d'être française. Ça veut dire quoi? Aider au développement des Comores? Je ne sais pas quels seraient dans les contours de l'accord, mais qu'on le veuille ou non, il faut trouver un accord. On ne peut pas continuer comme ça. Gaëtan Dussosset, Yann Boucard. Est-ce qu'il n'y a pas justement un moyen de pression supplémentaire, voire de collaboration avec les Comores pour réussir à relever ce défi? Il faut avant tout que le gouvernement français fasse respecter l'expression populaire et l'expression de nos compatriotes mahorais lorsqu'on leur a demandé leur avis à l'occasion d'un référendum. Tout référendum doit être respecté à la lettre et c'est de la responsabilité des dirigeants français par la suite de faire respecter cette volonté en maîtrisant les flux migratoires, en mettant un terme aux pompes aspirantes de l'immigration à Mayotte comme dans la France métropolitaine. Donc il faut plus de moyens policiers. Bien sûr, mais il faut aussi à un moment donné demander aux dirigeants comoriens de supporter leurs responsabilités et d'assumer leurs responsabilités. Il y a un moment donné, c'est à eux aussi de retenir les Comoriens qui viennent à Mayotte. Mais ils ne le font pas, manifestement. Peser sur la solidarité Comment on fait pour y parvenir? Eh bien, pour ça, il faut lever un certain nombre de leviers. On a parlé de l'aide au développement. Comment on peut accepter encore aujourd'hui qu'alors qu'il y a un État étranger qui ne respecte pas, parce qu'on parlait des principes républicains, dans le cœur des principes républicains, il y a la souveraineté populaire lorsqu'elle s'exprime par référendum, et il y a l'intégrité du territoire. Donc lorsqu'on a un État étranger qui vient mettre à mal les principes républicains, eh bien, il est inconcevable qu'on lui verse encore un seul centime d'argent des Français. Anne-Charlène Bézina. Ce serait dissuasif? Moi, je crois qu'en fait, on oublie quelque chose, c'est que ça n'est pas dans l'intérêt des Comores. Donc, on a affaire non seulement à un État étranger, vous le dites, puisqu'il y a une décision de souveraineté de la part de Mayotte, ça, personne n'y revient. Mais comment est-ce qu'on arrive, avec cet État étranger qui, en réalité, est presque frontalier avec tout ce nœud gordien historique, à faire que les Comores acceptent en quelque sorte l'autodétermination? Parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que cette pression migratoire dont vous parlez tous les deux,
eux, elle existe comme un moyen, finalement, on va dire, de garder une forme de mainmise sur Mayotte. Donc comment est-ce qu'on arrive en fait à convaincre un État étranger de collaborer sans moyens de pression? Et encore, est-ce que ces moyens de pression fonctionnent? Est-ce que c'est pas de la diplomatie finalement cette solution? En quelques mots, parce que le vote ne va pas tarder à arriver en hémicycle, il faut tout simplement siffler la fin de la récréation. Ça fait 7 ans. Ça, c'est des formules. Non, pas du tout. Ça fait 7 ans que Emmanuel Macron n'a strictement rien fait. Et à aucun moment la France n'a tapé du poing sur la table pour dire à l'État des Comores et dire aux dirigeants comoriens que la récré était terminée. Si maintenant vous me dites très clairement aujourd'hui sur ce plateau que la 7e puissance mondiale est incapable de faire respecter son droit, incapable de faire respecter l'intégrité de son territoire, incapable de faire respecter les droits et l'expression des Mahorais. Un retour de l'autorité. Un petit État comme les Comores, désolé, mais c'est qu'il y a beaucoup de travail à faire. Vos solutions très concrètes. On parle de supprimer l'aide au développement. Je vous soumets la proposition du Rassemblement national. C'est oui ou c'est non? Non, mais ne faites pas croire à chaque fois qu'on reprend les propositions du Rassemblement national. Non, je pose la question. Je l'ai dit 10 minutes avant lui, donc il n'y a pas de sujet là-dessus. On a parlé tout à l'heure, M. Riemann a parlé tout à l'heure des transferts d'argent essentiels qui sont faits en direction de Mayotte vis-à-vis des Comores via des Comoriens. On peut se poser cette question-là parce qu'on sait que ça fait vivre toute l'économie des Comores, évidemment. On doit se poser cette question-là si on n'arrive pas à trouver un consensus. Moi, je suis d'accord, il faudrait qu'on arrive à trouver un consensus, une solution diplomatique. Mais on ne peut pas se dire les Comoriens ne sont pas d'accord avec le référendum, ne sont pas d'accord avec le vote qu'ont fait les Mahorais lors du référendum. Donc, bon, bah, c'est perdu, tant pis, les Comoriens vont continuer à venir et puis on va appliquer le droit du sol et puis dans 10 ans, il n'y aura plus de Mahorais parce qu'il n'y aura plus que des Comoriens. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ce fait-là. Les Mahorais ont tranché, ils ont choisi de rester français, nous devons les protéger, on leur doit la protection de la République, parce qu'il faut bien se rendre compte que si la situation que connaît Mayotte aujourd'hui avait lieu dans les Alpes-Maritimes ou dans les Hauts-de-Seine, ça fait très longtemps qu'on aurait réagi. Oui, vous répondez là-dessus, puis je voudrais qu'on élargisse, parce que je voudrais qu'on écoute Laurent Wauquiez avant de vous laisser partir. Non, mais j'entends le collègue Boucard dire ça aujourd'hui, mais en fait, pour moi, en fait, ça me fait doucement sourire. Je trouve même que c'est à la limite de l'hypocrisie parce que vous parlez de mode pour ça sur la partie de la question migratoire, mais tous les financements de l'État depuis que Mayotte est français n'ont jamais été opérationnels. Que ce soit les gouvernements de droite, de gauche, et ça, c'est à l'instar de plein de départements dits d'outre-mer. Donc les gars, arrêtez à un moment donné de se raconter des histoires. Là maintenant, vous voulez faire les grands chevaliers par rapport à la question migratoire, mais sur les fondements républicains, vous n'y êtes pas du tout. Je vous pose une question, M. Riemann. Je termine. Donc, je vous pose une question après, s'il vous plaît. Donc à ce moment-là, si on veut mettre autant de force sur la question migratoire par rapport à Mayotte, mais pourquoi même pas autant de force aussi de moyens pour construire dignement pour que les Mahorais aient accès à tous les principaux républicains. Vous avez aussi des illusions. Il faut qu'on soit cohérent. Ce discours est un peu facile quand même. C'est l'urgence aujourd'hui. Un peu facile quand même. Depuis l'autodétermination de Mayotte. Oui. Au moment de l'autodétermination, Mayotte et les Comores en sont au même stade de développement. Je peux entendre, et évidemment, la France sans doute n'a pas fait assez. C'est même pas sans doute. La France n'a pas fait assez à Mayotte pour le développement. Mais puisque la France n'a pas rien fait non plus, c'est pour cela que nous avons ces flux migratoires. On nous explique depuis tout à l'heure que parce qu'aux Comores, le pays ne s'est pas développé, parce qu'aux Comores, les gens sont malheureusement beaucoup trop pauvres, ils viennent à Mayotte. Parce que Mayotte s'est développé beaucoup plus que les Comores. Là où vous avez raison. Moi, je suis d'accord pour dire que Mayotte a besoin de plus de moyens pour se reconstruire aussi. Merci. Je crois que vous devez aller voter, messieurs. Donc on va vous laisser aller voter, parce que c'est vous qui portez le texte, entre autres. Je voudrais juste terminer ce débat, parce que Laurent Wauquiez veut aller beaucoup plus loin, on devait l'écouter, mais je vais le citer. Il dit ensuite, pour nous, l'idée, c'est d'étendre des restrictions sur le reste du territoire français. Anne-Charlène Bézina, on a entendu Gaëtan Dussocet, le RN veut carrément supprimer le droit du sol. C'est un petit peu différent, mais c'est pas loin non plus pour les Républicains. On peut le faire en l'état de notre droit constitutionnel. Encore une fois, il n'y a rien d'écrit complètement dans la Constitution à propos de l'acquisition de la nationalité. Donc bon, supprimer le droit du sol. En réalité, c'est un principe qui existe depuis le 19e siècle. Donc il y a fort à parier que ce soit une coutume en réalité de notre Constitution. Et peut-être que il y a d'autres manières de réfléchir à l'efficacité de nos politiques migratoires. Bon, on s'arrête là. On verra si votre proposition chemine d'ici les 2 ans ou si c'est un enjeu de présidentiel. Merci. On vous libère. Vous devez aller voter. Merci à vous. Et bonsoir Anna Assouline. Et bonsoir Sonia Terrab. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes mes 2 invités. Et hop, devant la caméra, c'est pas bien grave, Monsieur Riemann. Allez voter. Les Guerrières de la Paix, c'est votre association à toutes les 2 qui rassemble des femmes qui œuvrent au dialogue entre Israéliens et Palestiniens. Association française en lice pour le prix Nobel de la paix. Rien que ça. Vous nous invitez à résister pour la paix, c'est le titre de votre documentaire après le 7 octobre. On va en voir quelques extraits. Pourquoi ce mot auquel personne ne semble plus croire est plus que jamais indispensable? Invitation Marion Becker, interview juste après.
Si on vous invite, Anna Assouline et Sonia Terrab, c'est pour votre documentaire Résister pour la paix, qui vient de recevoir à l'Assemblée nationale le trophée de l'engagement du Media Club Elle. Mais je voudrais aussi rendre hommage à toutes ces militantes qui, sur le terrain, en Israël et en Palestine, continuent de résister aux sirènes de la haine, continuent d'être des remparts, continuent de se battre pour la vie. Anna Assouline, vous êtes documentariste et fondatrice de l'association Les Guerrières de la Paix, un mouvement de femmes pour la paix, la justice et l'égalité, nommé cette année pour le prix Nobel de la paix. Sonia Terrab, vous êtes romancière et réalisatrice marocaine et guerrière de la paix. Ensemble, vous avez réalisé ce documentaire. Quelques jours avant le 7 octobre 2023, vous marchiez ensemble aux côtés de femmes palestiniennes et israéliennes à Jérusalem pour réclamer la paix. Come from all over the world to stand by your side and affirm loud and clear the international solidarity of women. Un an plus tard, vous êtes retourné voir ces militantes et militants qui poursuivent le combat malgré le traumatisme et la guerre. À l'image de Jonathan Zeigen, qui a perdu sa mère le 7 octobre, et Ahmed Halil, ancien membre du Hamas. A reality of endless pain and of what is being done, you know, in my name or in our names, in our people's, what we do. I'm heartbroken. Because we are the same. We're just people who are suffering the same kind of pain. I don't need to kill anyone by my name. Sur les routes de Tel Aviv, Jérusalem, Ramallah, Bethléem, Bet Jala, des kibbutz et des checkpoints, vous portez la voix courageuse de ceux qui résistent malgré la guerre au cœur du chaos. Sonia Terrab et Anna Assouline. Et bienvenue à toutes les deux sur ce plateau sur LCP. Alors, est-ce qu'il faut être des guerrières pour croire encore en la paix après le 7 octobre et après la guerre à Gaza? Anna Assouline. Oui, c'est ce qu'on croit, effectivement, et c'est ce qu'on n'a pas arrêté de marteler depuis bientôt 16 mois maintenant. C'est que, et d'ailleurs, on ne parle même pas de nous, puisque là, en l'occurrence, on parle des militants qui sont sur le terrain là-bas et qui, au péril de leur vie, continuent de se battre, continuent de résister. Et donc, c'est ce qu'on affirme, effectivement. La paix est aujourd'hui, comme le disait Camus, le seul combat qui va d'être mené, et c'est un combat. La paix, c'est pas la neutralité, c'est pas la naïveté, c'est pas l'angélisme, au contraire. C'est un combat politique, c'est un combat qui nécessite la justice, l'égalité, l'indépendance. Donc voilà. Vous vous êtes pas senti un peu seule, franchement, vous les militantes de la paix, après le 7 octobre, après le sang, les larmes, après les bombardements à Gaza? Est-ce que vous avez eu le sentiment d'être parfois un peu méprisée? Parce que c'est vrai que on a l'impression d'un face-à-face et d'une haine extrêmement violente, avec presque aucun espoir, même si ce fil de la paix il remonte à loin entre ces deux peuples. Est-ce que vous n'étiez pas trop seule? Je pense que c'est des phases. Il y a forcément des phases, c'est des hauts et des bas. Il y a forcément des phases où on va se sentir seul, où on va être découragé, où on va être déprimé, où on n'aura pas envie de quitter le lit le matin. Mais il y a aussi des phases où, justement, avec les guerrières de la paix et tout ce qu'a fait le mouvement depuis son existence, mais aussi ce voyage qu'on a fait la veille. Alors racontez-nous, parce qu'il y a eu un premier voyage, une marche, et puis le 7 octobre, voilà, avec la volonté de revenir et de retrouver les mêmes personnes. Donc nous, on est effectivement, donc avec les guerrières de la paix, c'était une délégation de femmes militantes pour la paix du monde entier. On est parti, on a rencontré les militants de la paix là-bas, en Palestine, en Israël, et on est revenu le 6 octobre, et le 7 octobre, tout a basculé. Mais nous, on avait encore ces voix, ces visages, ces paroles, ces émotions. On était encore portés par tout ça. Donc oui, la sidération, la douleur, le choc, la peur aussi, mais quelque part, cette envie
encore plus que jamais de nous unir et de nous battre ensemble. Comment on la trouve, cette envie? Parce que c'est pas rien. Enfin, on est intimé à choisir un camp. C'est ultra polarisé. Vous le dites, mais il y a un déclic. Comment on y croit encore quand, à un moment donné, c'est le chaos, c'est la noirceur qui s'abat complètement? On a reçu beaucoup de journalistes qui nous disent que ce sont des personnes qui ne peuvent plus se parler. La haine est trop forte. Comment on recoue et on réconcilie? Bah nous déjà, c'est vrai que la force, on la tire d'abord de ceux qui sont là-bas. C'est ça qui est incroyable, c'est que parfois on prend, et c'est ce qu'on s'est dit avec Sonia quand on est rentré de ce tournage, on l'avait déjà ressenti dans nos précédents voyages, notamment ce voyage avant le 7 octobre, mais là encore plus fort, c'est-à-dire que de ceux qui sont au cœur de la douleur, au cœur du chaos, de ceux qui sont endeuillés dans leur chair, qui ont perdu un proche, etc., on prend une leçon de résilience, d'humanité, d'empathie envers l'autre, de capacité de se mettre à la place de l'autre, qui nous, quand on revient dans nos débats d'une extrême violence, quand on revient au milieu de cette polarisation où on voit les clashs sur les réseaux sociaux, etc. Ils sont nombreux, honnêtement. Ils sont nombreux, les Jonathan Zeigen, qui reprend le combat de sa mère au kibbutz de Be'eri. Sa mère, militante pacifiste, qui a été tuée par le massacre du Hamas, qui reprend le dialogue avec Ahmed Lilou, qui lui a perdu 60 membres de sa famille dans les bombardements de Gaza. Ils sont nombreux, franchement. En tout cas, ils sont beaucoup plus nombreux qu'on ne le pense. Et c'est vraiment quelque chose qui nous tient énormément à cœur. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire ce film, pour porter leur voix et aussi pour faire un film, pas seulement un film militant ou un film plaidoyer, mais un film qui va aussi dans l'intime, qui raconte des histoires personnelles, qui humanise ces gens-là. Parce qu'on disait tout à l'heure que c'était un combat politique, mais c'est aussi un combat humaniste avant tout. Et l'importance aussi de ce film, c'est de revenir à l'intime, de revenir à la personne et d'humaniser finalement c'est par l'intime, finalement, qu'on y arrivera. Exactement. Par le vécu, par l'incarnation des êtres. Ce qui nous a impressionné là-bas, c'est au fait toute cette nouvelle génération de jeunes, et on peut citer par exemple Standing Together qu'on voit dans le film, qui s'organisent, qui ont énormément de followers sur les réseaux sociaux. Ah oui, les réseaux sociaux, ça change tout. Oui, expliquez-nous. Et aujourd'hui, il faut mettre en lumière ces gens-là, parce que oui, la haine, on le voit aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, la haine, les extrêmes, la radicalité prennent le pouvoir même dans nos algorithmes sur les réseaux sociaux. Donc si on ne met pas en lumière ces gens-là, qui sont vraiment très nombreux, finalement, c'est ça le vrai combat. Parlez-nous aussi de cet ancien combattant du Hamas, passé par les prisons israéliennes, Ali Abou Awad, qui vous dit refuser que sa liberté se bâtisse sur la tombe des Juifs. Comment on fait ce chemin-là ? Ali, pour être précise, c'est Ahmed Elo qui a été membre du Hamas. Ali a participé aux 2 intifadas et s'est engagé dans la lutte armée palestinienne, mais pas avec le Hamas. Ali, c'est précisément, je crois, ce qu'il incarne très fortement, c'est cette idée fondamentale de la reconnaissance de l'autre. Vous savez, aujourd'hui... Il a perdu son frère. Il a perdu son frère, c'est évidemment la résilience, la capacité de sortir de soi, d'être attentif à la douleur de l'autre, alors même qu'on est envahi par sa propre douleur. C'est un parcours extraordinaire, mais c'est vraiment cette idée fondamentale de la reconnaissance de l'autre et de sa légitimité à vivre sur cette terre et de son attachement à cette terre, à l'heure où aujourd'hui on est au lendemain de déclarations lunaires de Donald Trump. Alors on y vient. Qui évoque une possible épuration ethnique du peuple palestinien. Cette question fondamentale de la légitimité de ces 2 peuples à vivre sur cette terre, et cette idée fondamentale est très pragmatique. Quand on parlait tout à l'heure des militants de la paix, est-ce qu'ils sont majoritaires, minoritaires, est-ce que c'est pas... en fait, il y a une réalité, un état de fait qui est qu'aujourd'hui vivent sur cette terre environ 7 millions de Juifs et 7 millions de Palestiniens, et qu'aucun de ces 2 peuples ne va disparaître, et que seuls les criminels ou les fascistes peuvent envisager la disparition d'un de ces 2 peuples. Donc il n'y a pas d'autres solutions, d'autres voies que trouver un moyen de vivre ensemble, et ça passera par la paix, et ça c'est la grande leçon encore une fois de ces militants. Vous avez eu quelques Israéliens, quelques Palestiniens au téléphone depuis l'annonce choc de Donald Trump, depuis qu'il a dit qu'il voulait prendre le contrôle de l'enclave palestinienne. Quels sont les retours de ces militants de la paix? Ils sont sidérés comme nous? Moi, ce dont je me souviens, c'est de Jonathan Zeigen, quand on l'a vu à Genève, parce qu'on a projeté le film à Genève, qui m'avait dit expressément qu'il avait peur de ce qui est en train de se passer maintenant. Vraiment, il l'avait formulé. Il m'a dit, si Trump gagne, je suis sûre que voilà ce qu'il va promettre et voilà le problème qu'on va avoir. Et je pense à lui très très fort depuis cette annonce, parce que la prophétie, quoi, il est tellement...
voilà, il est tellement dedans, quelque part, qu'il a vu les choses arriver bien avant nous. Et côté palestinien, l'idée d'une possible déplacement, même temporaire, même si rien n'est fait, parce que la Maison-Blanche a corrigé beaucoup de ses propos fracassants. Oui, et que certains disent d'ailleurs que c'est une stratégie de rapport de force, etc. En tout cas, c'est évidemment la sidération, l'inquiétude, et puis ça ravive aussi énormément de trauma pour les Palestiniens. De toute façon, depuis le début de cette guerre, des deux côtés, les traumas sont complètement ravivés. On voit même ces images de désolation de la bande de Gaza, où on voit toute une population revenir dans une zone totalement dévastée, avec des maisons détruites. Enfin, il y a quelque chose qui est extrêmement douloureux, extrêmement inquiétant. Et c'est vrai que Donald Trump explose les fenêtres d'Overton les unes après les autres. C'est-à-dire que ce qui était hier impensable devient l'objet de débat aujourd'hui. Donc on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Il faut espérer, ce que disent certains observateurs, qu'il s'agisse juste d'un coup de pression avec une visée autre de négociation, etc. Mais en tout cas, là pour le moment, on est tous, que ce soit les militants sur le terrain ou nous tous, militants pacifistes dans le monde entier, extrêmement inquiets et sidérés par ces déclarations lunaires. Sur Gaza, on est dans un moment très particulier parce qu'il y a eu une vraie lueur d'espoir avec l'annonce de la trêve, les premières libérations, les Gazaouis qui pouvaient essayer de retourner chez eux, évidemment. On connaît les images de ruines. Et puis il y a eu aussi les militants du Hamas avec leur bandeau vert, la Kalachnikov, la cagoule. Que sait-on exactement de ces Palestiniens par rapport au Hamas? Ils n'ont pas voté depuis 20 ans. Sont-ils les otages de cette milice islamiste aujourd'hui? Je pense que, justement, là, je reviens au film et je reviens à Ali Abou Awad, dont on parlait tout à l'heure, et par rapport à comment on arrive à avoir ce discours et à formuler les choses comme ça, c'est aussi une question de rencontre. Parce que Ali Abou Awad, il a rencontré le cercle des parents endeuillés, donc il a rencontré des parents israéliens qui ont aussi été endeuillés, et le fait de voir sa douleur dans l'autre et de voir que c'est la même douleur, c'est ça ce qui l'a fait avancer. Et aujourd'hui, plus on se radicalise, plus on a des gouvernements extrémistes des deux côtés, plus on se sépare et plus cette rencontre devient impossible, plus c'est difficile justement de répondre à cette question. Et les femmes alors pourquoi les guerrières? Est-ce que les femmes peuvent l'amener plus vite, cette paix? Est-ce qu'elles sauront, elles, si elles avaient les manettes, réconcilier? Alors, il y a deux choses. Nous, évidemment, on est convaincus que les femmes feront partie de la solution à ce conflit qui nous paraît aujourd'hui totalement éternel et dans une impasse comme jamais. D'abord parce que, comme on l'a dit, la paix est une forme de pragmatisme. Et ce pragmatisme, c'est quelque chose qu'ont fondamentalement les femmes. Ce rapport à la vie, au concret de la vie, ce sentiment de responsabilité sur la vie et peut-être cet instinct aussi de préserver la vie, c'est ce qui porte toutes ces militantes qui réussissent parfois, je crois, sans les essentialiser et sans essentialiser les hommes, à du coup pouvoir se défaire des dogmes, des discours politiciens un peu décorrélés de la réalité pour être vraiment dans comment on va survivre, comment on va offrir un avenir à nos enfants qui soit un avenir de dignité, de liberté, de sécurité. Et donc quand on est dans ce pragmatisme, on ne peut qu'être logiquement pour la paix. Et par ailleurs, on parlait tout à l'heure de la place de l'intime, de l'humain. Et c'est ça aussi, je crois, la force de ce film et la force de tous ces gens. On est sur ce conflit particulièrement, on est dans une déshumanisation extraordinaire de ces deux camps qu'on nous présente comme deux blocs monolithiques. Et donc réhumaniser, replacer l'intime au cœur du politique, c'est aussi ce que savent faire les femmes. Et c'est une belle leçon de militantisme. Alors il y a le film qui a été diffusé sur Public Sénat, qu'on peut retrouver sur le site de nos confrères de Public Sénat. Et puis il y a l'association qui, au fond, donne la parole aux premiers acteurs, aux militants de la paix, mais fait aussi tout un travail sur le débat public en France et en Europe, qui vise à l'apaiser, à sortir de cette hyperpolarisation, à essayer de comprendre pourquoi l'antisémitisme flambe aussi, en France en particulier. Les responsables politiques, vous les trouvez à la hauteur, honnêtement? Est-ce qu'ils ont une part de responsabilité dans ces face-à-face qu'on subit tous?
Moi, je ne peux pas vraiment parler de la politique française parce que moi, je suis marocaine, je vis entre le Maroc et la France et effectivement, je suis moins touchée par ces questions-là qu'Anna, qui est beaucoup plus au cœur de ces choses-là ici en France. Mais ce que j'ai envie de dire, et je laisserai après Anna terminer, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, la force et la place des guerrières de la paix, c'est que sans les guerrières, il n'y aurait rien eu. Et c'est un énorme réconfort et c'est au fait le succès des guerrières de la paix aujourd'hui et le fait d'avoir de plus en plus d'engouement autour des guerrières, de soutien, etc., montre qu'il y avait ce besoin-là, qu'il y a cette troisième voie, de gens qui ont besoin d'écouter ces messages-là, d'entendre ces choses-là et qui se retrouvent dans justement ce que portent les guerrières et finalement se dire que quelques femmes, entre elles, ont réussi à créer tout ça et à être aujourd'hui nommées pour le prix Nobel. Allez, on y vient, pour terminer. C'est extraordinaire, mais ça montre à quel point finalement le besoin est là. Vous deviez être extrêmement surprise. Mais quel honneur! Extrêmement. Vous n'êtes pas encore prix Nobel toutes les deux, mais vous êtes sélectionnées, et c'est pas rien, par le comité Nobel. Racontez-nous comment vous avez vécu tout ça. Vous êtes allée à Stockholm déjà, non? Pas encore. On a eu la cérémonie de nomination à Amsterdam et on était d'ailleurs avec nos sœurs, nos sœurs de lutte palestiniennes et israéliennes, Rim Al-Jajra qui est dans notre film et Yael Braudo qui est de Women Wage Peace et Rim qui est de Women of the Sun et donc effectivement un immense honneur, mais vraiment surtout encore une fois un sentiment très grand de responsabilité, de poursuivre nos combats, de s'engager encore, toujours, plus que jamais, de ne rien lâcher. Et pour rebondir sur ce que disait Sonia, c'est vrai que voilà, cette volonté, je crois, est largement partagée, bien que très peu représentée, sous-représentée en tout cas, par beaucoup de nos concitoyens et par beaucoup de gens dans le monde entier qui étouffent dans ce contexte de polarisation, qui ne trouvent pas leur place, qui ont le sentiment d'asphyxier depuis des mois et même depuis des années. Et je crois que pouvoir faire émerger cette troisième voie, ce troisième espace de mobilisation où on peut être ensemble avec toutes nos identités, avec nos sensibilités, avec nos histoires, sans nous opposer les uns aux autres, c'est quelque chose dont on avait énormément besoin. Et sur la responsabilité des politiques, évidemment, les responsables politiques, ça veut tout et rien dire. Il y a des gens qui, je crois, essayent de porter ces combats-là, d'autres qui jouent un rôle, à mon avis, catastrophique dans la manière dont le débat public se passe dans notre pays. Mais il faut miser sur ceux qui sont responsables. Merci, vraiment merci et félicitations, on croise les doigts. Une association française, prix Nobel de la paix, ça nous rendrait tous très fiers. Merci à vous. Donc je rappelle, Résister pour la paix, c'est à voir sur la plateforme de nos confrères de Public Sénat. Et vous avez été primé, je crois, hier soir à l'hôtel de la Sey pour le trophée média du Club L, c'est bien ça? C'est bien ça. Voilà, c'est mérité. Merci à vous. Allez, on va terminer avec nos chroniqueurs. Tout de suite, c'est la question qui fâche. La question qui fâche au masculin ce soir avec Bertrand Perrier. Bonsoir. Bonsoir, Maître Bertrand Perrier, passé maître dans l'art de la parole et du visuel. C'est très important ce soir, les images. Et bonsoir Louis Salter. Bonsoir Myriam. Du Figaro, préparez vos arguments. Voici la question qui fâche ce soir. C'est l'affiche qui suscite un tollé à gauche. Publiée par un compte officiel de la France Insoumise, Olivier Faure et Marine Le Pen dos à dos pour avoir refusé de censurer François Bayrou sur le budget. Avec ce tacle, les nouvelles alliances. Le premier secrétaire du PS réclame des excuses. Mathilde Panot refuse. Je ferai des excuses à Olivier Faure lorsqu'il fera des excuses pour avoir fait passer un budget aussi violent que celui-ci. L'Insoumise assure qu'il n'y a pas d'équivalence entre le Parti socialiste et le Rassemblement national, mais pointe une responsabilité commune pour avoir sauvé le gouvernement. Un visuel supprimé 1 heure seulement après sa publication. À LFI, certains parlent d'un montage surinterprété, d'autres reconnaissent une erreur. Cette affiche n'aurait pas dû être publiée, donc voilà, on n'assume pas, voilà, c'est dit, c'est clair. On n'assume ni sur le fond ni sur la forme. Pas de quoi convaincre pour autant les socialistes, ils sont en colère. C'est une faute politique, on ne peut pas mettre dos à dos l'extrême droite et notre formation politique. Je serai de ceux qui regrettent, qui appellent les insoumis à se ressaisir, qui leur disent que s'ils veulent appartenir au camp de la gauche qui gagne demain, il faut arrêter avec ces méthodes. Micro coupé, caméras éteintes, les mots sont encore plus durs. Ce sont des méthodes staliniennes et dégueulasses.
Les Insoumis se comportent comme des petits collégiens harceleurs. Alors LFI et le PS sont-ils irréconciliables? Ce visuel des Insoumis, est-ce la provocation de trop? Réponse Bertrand Perrier. Oui, alors en rhétorique, on appelle ça un sophisme par assimilation. C'est-à-dire, on trouve un point commun entre deux personnes dont l'une est généralement détestée, et on considère que de ce point commun découle une assimilation totale. Et donc parce que le PS et le RN n'ont pas voté la censure, ce qui est le point commun, eh bien on les assimile l'un à l'autre, et donc la détestation généralement prêtée au RN, par capillarité s'étend au Parti socialiste. Et donc, c'est vraiment une malhonnêteté intellectuelle, puisque, par ailleurs, le même comportement, à savoir le non-vote de la censure, peut avoir plusieurs causes. Et les motifs qui ont conduit les députés PS à ne pas voter la censure sont différents des motifs qui ont conduit les députés RN à faire de même. Donc, on prête au même comportement des motivations identiques, ce qui n'est pas le cas. Donc, on a vraiment là un magnifique sophisme par assimilation et donc par déshonneur par association, c'est-à-dire que le déshonneur de l'un rejaillit sur l'autre. Voilà pour le procédé, voilà pour l'arme visuelle des Insoumis. La hache de guerre est déterrée, là, c'est très violent ce qu'ils ont subi. Mais en fait, ça s'inscrit dans l'histoire de la gauche. Il y a toujours eu, même quand la gauche a gagné, quand Mitterrand gagnait en 81, il y avait un candidat communiste. Quand François Hollande a gagné en 2012, il y avait déjà Jean-Luc Mélenchon qui était candidat. En fait, la gauche unie, c'est pas un mythe d'élection présidentielle. C'est un mythe qui est certes très profond, très présent dans l'imaginaire des sympathisants de gauche, mais qui sert à des élections législatives, municipales. Là, tout le monde est dans la course à la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon, on a bien compris qu'il était candidat. On a bien compris aussi qu'au Parti socialiste, certains comme François Hollande s'agitent pour reprendre le drapeau à terre et aller le porter. Donc on est dans cette logique-là. Et c'est pour ça que je pense que l'antagonisme, il va continuer jusqu'à... Même si le visuel a été retiré, même si certains reconnaissent une erreur. Bon, c'est une affiche complètement outrancière qui a été photoshopée dans les ordinateurs des Insoumis qui adorent faire ça, qui adorent produire des visuels et des vidéos sur les réseaux sociaux, qui visent à tout conflictualiser parce que c'est la stratégie de Jean-Luc Mélenchon. Tout ça est pesé et pensé. C'est la stratégie de Jean-Luc Mélenchon de conflictualiser avec le gouvernement, avec le Rassemblement national, mais aussi avec ses propres partenaires. Donc le NFP, là, c'est terminé. Il n'y a qu'une seule chose qui pourrait réconcilier comme par magie ces deux gauches, c'est une nouvelle dissolution. Parce que, souvenez-vous, l'été dernier, Emmanuel Macron, quand il a dissous l'Assemblée nationale, ne s'attendait pas à ce que cette gauche, qui s'était déjà énormément divisée sur fond de conflit à Gaza, de guerre au Proche-Orient, rappelez-vous quand même, les noms d'oiseaux échangés l'an dernier avaient été extrêmement violents. Pendant l'élection européenne. Eh bien, la gauche était reformée en 48 heures parce qu'il y avait un intérêt électoral immédiat. Mais c'est toujours le mode de scrutin qui fait l'unité. Exactement. Et le mode scrutin présidentiel n'est pas celui des législatives ou des municipales. Il pousse déjà à la personnalisation et à l'antagonisme. Donc, il faut se mettre derrière une personne, il faut que cette personne cristallise le vote et le vote utile. C'est ce que Jean-Luc Mélenchon a réussi à faire en 2022, s'il fait ses 20% de la présidentielle. C'est parce qu'en fait, même pour des gens qui n'appréciaient pas sa personne, mais qui sont des gens de gauche, il est devenu le vote de gauche crédible, là où Anne Hidalgo a terminé à moins de 2%. C'est cette nouvelle course-là, c'est cette logique-là qui est à l'œuvre à partir de maintenant. Ces deux-là ne feront pas liste commune au présidentiel. Il y aura deux candidats. Il y aura Jean-Luc Mélenchon et puis peut-être un candidat unis de la gauche, on ne sait pas, des communistes aux socialistes. Ça, on peut se dire en tout cas qu'ils n'iront pas ensemble. Et pourtant, eh bien, ils essayent de ne pas porter le chapeau du divorce. C'est frappant de voir à quel point Jean-Luc Mélenchon dit « Mais nous, on n'exclut personne. » Ils se sont exclus d'eux-mêmes. Est-ce que ça compte, ça, vraiment ? Ah bah oui, évidemment, c'est qui a tiré le premier et qui porte la responsabilité et qui doit justifier son comportement. Mais si on revient un petit peu sur l'affiche, on n'a pas évoqué le troisième personnage de l'affiche. Emmanuel Macron. Parce que derrière le PS et Marine Le Pen, il y a Emmanuel Macron. Et là, on a un deuxième sophisme par assimilation. Parce qu'en réalité, le budget, c'est celui de François Bayrou. Et donc, on va mettre Emmanuel Macron, parce que comme il est encore plus détesté que François
François Bayrou, eh bien la détestation de Emmanuel Macron va par capillarité s'étendre à François Bayrou et à ce budget. Et on a de surcroît ce Emmanuel Macron très rouge, avec un graphisme très particulier, dans l'ombre, un peu comme une sorte de manipulateur qui tirerait les ficelles et qui serait un marionnettiste occulte de la scène. Et donc on lui prête aussi, peut-être plus que ce qu'il ne joue comme rôle, mais là encore, on assimile... On retrouve aussi tous les le même procédé rhétorique deux fois, à la fois dans le rapprochement PS-RN et dans le rapprochement Macron-Bayrou. Oui, il y a toutes ces petites références un peu conspirationnistes dans cette Oui, bien sûr, mais d'ailleurs, affiche. on voit bien, le graphisme est aussi un graphisme très ancien qui rappelle des heures qu'on n'aimerait pas trop revoir. Pour revenir à la politique, Olivier Faure, Louis Salter disait qu'il n'avait pas parlé à Jean-Luc Mélenchon depuis bien longtemps. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence très concrètement dans la campagne qui s'ouvre? Alors, déjà, le gouvernement échappe à la censure, mais l'attitude du Parti socialiste reste sur la ligne de crête. Ils ont déposé une motion de censure morale, entre guillemets, pour protester contre les propos de François Bayrou sur l'immigration. Donc, quelque part, c'est pour se donner bonne conscience. Après la non-censure du budget, c'est la prochaine étape. Et puis ensuite, à mon avis, peut-être l'un des prochains points de division ou de ralliement d'ailleurs, ce sera l'atterrissage de la concertation sur les retraites. Parce que c'est ça la concession la plus visible qui a été faite au Parti socialiste. Au mois de mai, après. Voilà, le résultat sera en mai-juin. C'est un moyen de François Bayrou aussi pour gagner du temps. Si ça débouche sur quelque chose de concret, par exemple, l'abaissement d'un an de l'âge de départ à la retraite. Je dis n'importe quoi, mais c'est l'espoir de certains au Parti socialiste. Ça va assez loin, mais c'est leur espoir. Là, le PS pourra dire à ses électeurs et à la France insoumise, vous voyez bien, on a eu raison de négocier. Nous obtenons quelque chose de concret pour les électeurs de gauche, là où les insoumis, au-delà du bruit et de la fureur, n'obtiennent rien de concret. Donc ça, c'est peut-être le prochain point de friction. À l'inverse, s'ils n'obtiennent rien, les insoumis, évidemment, leur diront, vous voyez bien que ça ne servait à rien, et les socialistes en seront peut-être réduits à revenir tout penaud, et cette fois à voter la censure. Donc ça, c'est les prochaines étapes à scruter. Ensuite, c'est une éventuelle dissolution, évidemment, qui reformerait sans doute un cartel électoral. Vous y croyez, vous, Louis Salter? Là, je pense que l'idée, en tout cas, est très profondément instillée dans le personnel politique, que notamment au Rassemblement national, ils sont sûrs qu'elle va dissoudre. Dans le calendrier. Et Marine Le Pen, le jour où elle se joint à une motion de censure et qu'elle fait tomber le gouvernement, c'est pour provoquer une dissolution. Ce sera pour cette raison-là. Ce ne sera pas pour des raisons de fond, pour des raisons de texte, pour des raisons parlementaires. Ce sera d'abord, avant tout, pour des raisons de stratégie électorale. Et puis enfin, évidemment, si la toile de fond, on l'a dit, c'est l'élection présidentielle. Et là, ce sont effectivement deux candidats au moins qui avanceront côte à côte. Jean-Luc Mélenchon, on l'a bien compris, et les socialistes l'ont bien compris aussi. C'est d'ailleurs ce que théorise François Hollande, en disant, puisque Jean-Luc Mélenchon est candidat à la présidentielle et que personne ne l'empêchera de l'être, il faut développer une offre politique social-démocrate qui pourrait récupérer une partie des électeurs macronistes. Ceux de centre-gauche qui ont voté originellement pour Emmanuel Macron. Je suis assez d'accord, effectivement. On comprend le soulagement de François Bayrou parce que je pense qu'en réalité, la prochaine fenêtre de tir, c'est pas du tout la motion de censure qui va être déposée par le Parti socialiste qui, n'ayant pas voulu une motion 49.3, va déposer une motion 49.2, c'est-à-dire isolée peut-être sur la politique migratoire, mais qui n'a pas beaucoup de chance. Et effectivement, il a gagné une respiration de plusieurs mois parce que le prochain moment possible, la prochaine fenêtre, c'est l'issue de la concertation sur les retraites, avec, dans le calendrier qu'on évoque, un élément perturbateur. C'est quand même le 31 mars, c'est le jugement du tribunal correctionnel de Paris sur la culpabilité de Marine Le Pen, avec la menace d'une exécution provisoire, d'une inéligibilité qui pourrait rebattre les cartes de ce calendrier. Vous y croyez, vous, franchement, à son inéligibilité, vous l'avocat, à la Cour de cassation? Alors, à son inéligibilité, absolument, elle me paraît tout à fait inévitable. Et son caractère exécutoire? À son caractère exécutoire, je suis assez hésitant. Le principe est que les voies de recours sont suspensives et que l'exécution provisoire est une exception, mais dans la pratique des tribunaux, eh bien, on s'aperçoit qu'elle est extraordinairement souvent ordonnée et que donc l'exception devient un peu la règle. Donc je crois qu'on ne peut pas du tout l'exclure. Ce serait quand même un coup de tonnerre politique considérable. Est-ce que 3 magistrats vont prendre ce risque-là? Je ne le sais pas. Mais il est vrai que dans la pratique, ce qui devrait être exceptionnel, à savoir l'exécution provisoire, est plus fréquent qu'on ne le croit. Bon, très bien. C'est un parti pris. On verra ça très vite. D'un mot, Louis Salter, Olivier Faure gagne son pari, marque des points. Ça peut marcher, cette émancipation? Oui, parce qu'en plus, là, il tient la ligne malgré le bombardement des insoumis. Oui, parce que je crois qu'il a...
il a plutôt obtenu des choses qui se voient. Et notamment la concertation sur les retraites, et qu'il arrive à rendre visible aussi le fait de se détacher des Insoumis, qui eux-mêmes se décrédibilisent encore plus après cet épisode. Eh bien, on verra ça Je pense de que près. pour l'instant, en tout cas, il en récolte quelques fruits. On va surveiller les sondages, les intentions de vote. On sent déjà que la présidentielle est dans toutes les têtes. Merci beaucoup, messieurs. Je signale à nos téléspectateurs qu'après notre débat Mayotte, eh bien, la proposition de loi qui réforme le droit du sol dans l'archipel a été adoptée très largement, 162 voix pour, 93 contre. Place à votre soirée documentaire à présent. Très belle soirée. À demain.